Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plein feu dans cet épisode sur la dégradation préoccupante et flagrante de la situation des droits humains en Algérie. Dimanche dernier, le journaliste Ihsan El-Qadi écope d'une peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes pour, je cite, financement étranger de son entreprise de presse. Ihsan El-Qadi que l'on voit sur cette image. Quelques heures seulement après ce verdict, l'ambassade américaine à Alger réagit dans un tweet au ton grave, je cite, « La liberté d'expression est un droit fondamental reconnu par l'ONU. L'administration Biden a et continuera d'indiquer clairement que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des priorités américaines dans le monde entier, y compris en Algérie. » Fin du tweet. Et à ce jour, ils sont 300 prisonniers d'opinion sous les verrous algériens, mais pas que. Outre la Ligue algérienne des droits de l'homme, d'autres associations comme le Rassemblement Action Jeunesse, le RAJ ou encore l'association SOS Bebloued ont été tout bonnement dissoutes. En février déjà, à Genève, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme avait réagi à ces dissolutions d'associations. Elle s'était dite préoccupée par la répression croissante contre la société civile par les autorités algériennes. Elle a par ailleurs appelé à l'arrêt des actes d'intimidation, de réduction au silence et de donc répression. Et la question qui se pose aussi, si les droits des citoyennes et citoyens algériens sont ainsi bafoués, que dire de ceux des migrants subsahariens qui sont conduits manu militari et abandonnés en plein désert par les autorités algériennes? Droits humains en Algérie, c'est donc la question d'actualité que nous débattons ce soir en compagnie de mes invités. Cette image que nous venons de voir de Médecins sans frontières, des migrants qui ont été donc abandonnés en plein désert. Et cela date il y a à peine quelques semaines, un peu moins de 2 semaines. Avec nous depuis Paris, Abdou Semmar, il est rédacteur en chef du premier média d'investigation en Algérie, Algéripar. Bonsoir Abdou Semmar, merci de vous joindre à nous. Merci à vous, merci pour votre invitation, bonsoir. Bonsoir. Et avec moi sur le plateau, c'est Mustafa Srimi, politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Srimi. Bonsoir. Et vous revenez de Genève, justement, où vous avez participé au Conseil des droits de l'homme, donc au siège du Palais des Nations à Genève. Nous allons en parler dans quelques instants avec vous. Se joint à nous, puisqu'on parle des droits de migrants, le président d'une ONG, il s'agit de Horizon sans frontières, c'est une organisation espagnole. Donc, vous êtes avec nous depuis Dakar. Boubacar Seye, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, bien naturellement, ma première question est à Abdou Semmar. Donc, une réaction par rapport à l'arrestation, déjà en décembre dernier, mais l'inculpation d'Ihsan El-Qadi, jugé pour donc et condamné à 3 ans de prison ferme. Est-ce que cette sentence vous a choqué, surpris, en rappelant bien sûr que vous êtes vous-même donc journaliste et aussi condamné à mort? En fait, la réponse est déjà dans votre question. Qu'est-ce qui pourrait choquer un journaliste comme moi qui est condamné à mort dans son propre pays? La justice algérienne, celle de mon pays natal, mon pays pour lequel j'ai tout fait, pour lequel j'ai sacrifié ma jeunesse, pour lequel j'ai fait membre de la prison, pour mes articles, le pays pour lequel je me suis engagé pour lutter contre la corruption, pour le libérer de la corruption, du joug de l'autoritarisme, du joug du clientélisme, m'a condamné à mort. Donc, Qadi Ihsan, par rapport à mon affaire, c'est du beurre. Je dirais, en ce moment, on payerait pour avoir 5 ans de prison en Algérie. C'est-à-dire que 5 ans en prison en Algérie, on pourrait même s'en réjouir. Vous imaginez à quel stade nous avons été réduits. Nous, aujourd'hui, avoir 5 ans, moi, si j'avais 5 ans de prison en Algérie, ma mère pourrait faire des yo-yo. Tellement c'est ridicule et c'est une peine qui est devenue légère, 5 ans de prison ferme, par rapport à ce que nous subissons. Moi, j'ai été condamné à mort en octobre 2022. Il y a encore un certain nombre, plusieurs autres journalistes qui sont en prison, Mustafa Benjema, Belkacem Hawam. L'affaire Qadi Ihsan n'est que l'aboutissement attendu et logique d'un processus de répression sans précédent dans l'histoire de l'Algérie. Je dis bien, même durant la décennie noire, en pleine guerre civile, lorsque les journalistes se faisaient assassiner, ils étaient beaucoup plus respectés et considérés et tolérés par le pouvoir en place
qu'aujourd'hui, par cette nouvelle Algérie, gouvernée par le duo Tebboune et Chengrera, où le journalisme est criminalisé. C'est l'exercice du journalisme qui est criminalisé. Est-ce que c'est le soulèvement populaire d'il y a 3 ans qui a exaspéré justement ce sentiment anti-journalistique de la part du régime algérien? Est-ce que c'est le Hirak? En fait, le Hirak n'est qu'un paramètre tant d'autres, mais ce n'est pas vraiment ça le véritable paramètre. La véritable motivation du régime algérien est de bâtir une dictature absolutiste sur le modèle égyptien, sur le modèle birman, où il n'y a plus de liberté de la presse. L'actuel régime algérien ne veut pas d'une presse libre qui le dérange. Il ne veut pas d'une presse critique. Il ne veut pas d'une opposition critique. Il veut de l'autoritarisme absolu pour satisfaire sa soif du pouvoir et pour ne plus avoir à gérer les demandes d'une éventuelle contestation populaire. Tout simplement. La raison, elle est là. Il ne veut plus de cet héritage de la presse libre, indépendante en Algérie, que l'Algérie avait pu conserver à la fin de la guerre des années 90 et après les événements d'octobre 88. La tradition du journalisme militant indépendant en Algérie, le nouveau régime, n'en veut plus. Pourquoi il n'en veut plus? Parce qu'il veut régner sans partage, il ne veut pas d'opposition qui le dérange, il veut avoir une belle image à l'international, il ne veut pas d'une source de contestation locale, il ne veut pas d'un discours qui s'oppose à sa feuille de route ou d'une presse qui menacerait son agenda. C'est aussi simple que ça. Le nouveau régime algérien développe une allergie profonde à la liberté de la presse. C'est une république qui se veut être une monarchie absolutiste. Le régime algérien reproche au Maroc d'être une monarchie absolutiste, alors que lui, le pratique de l'absolutisme, il est en train de les développer, de les enraciner. Et je vous rappelle que ce processus a commencé il y a de cela 3 ans et qu'il va durer encore avec les nouvelles lois qui sont instaurées. Même les réseaux sociaux sont surveillés. Aujourd'hui, même les internautes ne peuvent plus s'exprimer. C'est vraiment un désastre absolu pour les libertés publiques et individuelles dans ma chère Algérie. C'est intéressant que vous parliez d'un processus qui a démarré il y a 3 ans, donc à l'occasion de ce soulèvement populaire, le Hirak, c'était en 2019. Mais justement, ça va se rimer à l'opposé du représentant de l'Algérie présent à cette 41e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel des droits de l'homme. Donc à Genève, vous y étiez, c'est à l'encontre de ce qu'il a mis en avant. C'est cette image justement que ce représentant algérien a mis en avant, celle d'une Algérie des réformes entamées justement bien avant le Hirak, des réformes entamées déjà en 2011, quand le vent ce qu'on a appelé les printemps arabes commençait à souffler sur le Maghreb, et l'Algérie n'était pas épargnée, bien évidemment. Vous avez fait référence au discours officiel du représentant de l'Algérie à Genève. On va y revenir. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Abou Semmar sur la situation de la presse depuis l'indépendance. Elle n'a jamais bénéficié d'une grande liberté depuis 1962. Il y a eu 6 décennies, il y a eu des mesures de répression, d'arrestation, modulées suivant les conjonctures, etc. Mais globalement, le régime, depuis 1962, Ben Bella Boumedienne et ses successeurs, etc., accordait certains espaces de semi-liberté. C'est venu en particulier après les événements d'Alger d'octobre 88. Où il y a eu la remise en cause du monopole du FLN, il y a des espaces. C'est vrai, ce qu'a dit Abou Semmar, c'est que nous sommes dans une rupture aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait pendant près de 6 décennies. Pourquoi ? C'est un corset, c'est une politique de répression, et j'en tire cette conclusion. Pourquoi ? C'est la fragilité du régime. Ce sont les régimes fragiles, peu légitimes, contestés, etc., qui n'ont pas d'autre choix que la mise en œuvre de l'appareil sécuritaire et répressif, ce qui se passe en Algérie est tout à fait délirant. Délirant, c'est-à-dire des arrestations partout. On va y revenir tout à l'heure sur le code pénal, sur n'importe quoi, etc. Ça, c'est important. Alors maintenant, la position officielle de l'ambassadeur algérien à Genève, il est représentant auprès des organisations des Nations Unies à Genève. Et il faut rappeler qu'il y a eu 2 choses lors de cette semaine, la semaine écoulée à Genève. Il y a eu vendredi le rapport du comité des travailleurs migrants, des droits des travailleurs migrants. Le Maroc était présent, probablement qu'on va y revenir.
Et il y a eu aussi le débat sur la situation des droits migrants dans d'autres pays. Et puis, il y a eu le vendredi après-midi présentation du rapport, ce qu'on appelle l'examen périodique universel, le pays, qui fait référence à ce qui avait été présenté en novembre dernier à Genève. C'est un rapport général et il a fait l'objet d'un débat général précisément lundi et mardi. Donc j'étais à la session de lundi et de mardi, j'ai écouté le représentant algérien. C'est délirant. Vous savez, moi j'ai le texte. Il y a eu... C'est-à-dire que si on l'écoute et on entend bien sûr ce qui vient d'être partagé par Abdou Smar, mais tout simplement si on le compare avec la sentence qui est de Qadi Ihsan. Mais vous avez raison. Il a fait une déclaration surréaliste qui a suscité l'inquiétude, même pas l'hilarité, parce que c'est pas drôle, l'inquiétude des dizaines d'intervenants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un certain nombre de mesures proposées dans le précédent rapport de novembre 2022. Et le pays mis en cause, l'Algérie, devait répondre. Eh bien, il a répondu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit nous acceptons toutes les conclusions, les recommandations faites. Il y en a, je les ai comptées, j'ai le dossier. Il y a 290 conclusions, recommandations qui ont été faites dans ce rapport. Il a dit oui, nous acceptons et nous allons étudier, entreprendre des réformes, mais sans apporter une réponse de texte précise, pouvant aller au-devant des interrogations. Il a parlé du code pénal, on dit qu'il y avait une réforme en chantier, les libertés. Il dit qu'il y a le pluralisme en Algérie. J'ai le texte. Il y a la liberté d'opinion qui est respectée, que le droit à la liberté d'expression, que toutes les associations, totale liberté pour se constituer, les organisations syndicales aussi, alors qu'il y a un seul syndicat, c'est l'UGTA qui est autorisé. Non, mais surtout qu'il y a eu dissolution de 3 associations qui sont un peu les associations phares, les structures phares de la société civile, dissoutes en un laps de temps de 3 mois. Je veux rajouter rapidement ceci. Il y a le protocole facultatif sur la Convention contre la torture et les autres peines, il n'en a pas parlé. Les traitements cruels, les formes de discrimination à l'égard des femmes, il y a un protocole facultatif, il n'a pas évoqué. La non-adhésion de l'Algérie au statut de la Cour pénale internationale. Eh oui, il faut mais est-ce qu'il y a eu des réponses par rapport à cette... Ben, il ne donne pas de réponse. Il dit nous acceptons. Oui. Il a répondu, il a parlé... Non, mais est-ce qu'il y a eu des déclarations en réponse à ce qu'il a... Il y a eu plus que des déclarations. Il y a eu des interpellations de dizaines d'intervenants de pays qui l'ont mis en cause en disant « mais ce que vous nous donnez n'est pas satisfaisant ». Je voudrais relever un point particulier. Pourquoi l'Algérie ne ratifie pas les statuts de Rome de la Cour pénale internationale? L'Algérie ne ratifie pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la crainte que des actions soient menées par les dizaines de milliers de personnes disparues, les personnes disparues, mortes, les personnes enlevées, etc. Et c'est quand même, ça donne une idée de l'état des lieux. Et donc, je reviens à ma conclusion, c'est la fragilité, la fébrilité, et ils se rendent compte, ils sont face à un système international des droits de l'homme qui les condamne. J'ajoute dans cette même ligne le rapport du département d'État. Nous y venons. Voilà. Nous y venons. Hein? Vous avez parlé justement de la fragilité de ce régime. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment ou quels sont les piliers, quelles sont les bases de ce régime ou sur lesquels repose ce régime algérien, bien sûr, outre l'armée. Abdou Smar. Le régime algérien est un régime très complexe. Il est hermétique, il est difficilement cernable, entre guillemets, ou saisissable. C'est pour ça qu'il fait l'objet de pas mal de spéculations et de fantasmes à l'étranger. Beaucoup de spécialistes du Maghreb s'aventurent dans des analyses conjoncturelles qui manquent de précision et qui finalement s'appuient sur des contenus, des informations qui ne sont pas fiables. C'est un régime qui joue avec les formes et c'est comme un sorcier qui nous fait des tours de magie, qui nous donne des illusions et qui veut faire croire que la vérité est cette illusion ou ces illusions qu'il essaie de diffuser lui-même. Le régime algérien, pour être un petit peu dans la pédagogie, s'appuie sur des institutions militaires et sécuritaires au pluriel.
Parce qu'à l'étranger, on croit qu'en Algérie, tout est homogène, que le régime est homogène, que c'est un certain nombre de décideurs et d'institutions qui décident de façon homogène. C'est tout à fait le contraire. Le régime algérien, c'est un assemblage d'institutions sécuritaires et militaires. Vous avez l'état-major de l'armée, vous avez les différents corps de l'armée, vous avez les services secrets, vous avez d'autres services de sécurité. Et cet agencement sécuritaire et militaire s'appuie sur une élite civile très connectée aux services de sécurité. Cette élite civile, c'est elle qui dirige et qui monopolise l'appareil administratif de l'État. Le régime algérien compte à son service plus de 5 millions de personnes, entre militaires, civils, personnel civil travaillant pour les institutions militaires, fonctionnaires de l'administration, etc. Ce sont plus de 5 millions de personnes qui sont au service du régime algérien et qui vivent, et ça c'est important de le comprendre, la troisième composante du régime algérien, première composante militaire sécuritaire, composante administrative et politique et civile, et la troisième composante, c'est la composante rentière, c'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz et la colonne et le poumon. C'est l'armée, les services de sécurité sont la colonne vertébrale. Le poumon, c'est le pétrole et le gaz. Si vous voulez, les bras, ce sont l'appareil administratif et les appareils administratifs et civils de l'État qui sont dirigés par une certaine élite civile. Voilà ce que c'est que le régime algérien. Un mélange très particulier, très particulier, qui a une histoire, qui a un parcours, qui découle directement de la guerre de l'indépendance, qui n'est pas mauvais par tous ses aspects, qui n'est pas diabolique par tous ses aspects. Mais malheureusement, le problème de l'Algérie, c'est la nouvelle Algérie de 2019 à aujourd'hui. Parce qu'avant, je parlais tout à votre interlocuteur, oui, il n'y avait pas de liberté de la presse indépendante partout, comme il n'y en a pas au Maroc, comme il n'y en a pas en Égypte, comme il n'y en a pas partout dans les pays africains. Sauf que durant les 20 dernières années de l'époque de Bouteflika, qu'on le veuille ou non, il y avait des marges de manœuvre impressionnantes. On avait des sénateurs comme Dilem, comme Riles Aïnouch, on avait des chroniqueurs, Donc en fait, ce que vous dites, c'est que les bases de ce régime aussi ont comme changé ces 3 dernières années depuis le démarrage du Hirak. Exactement. Le Hirak a permis à la composante militaire et sécuritaire de prendre trop le dessus sur la composante civile qui était plus ou moins, qui équilibrait un petit peu les rapports de force à l'époque de Bouteflika. Et la composante militaire, avec la mort de Ahmed Gaïd Salah, le charismatique chef d'état-major de l'armée algérienne en décembre 2019, on a assisté à l'émergence de nouvelles forces de décision. Et ces forces de décision, pour s'imposer, pour prendre le pouvoir, pour le conquérir, pour se maintenir au plus haut, au sommet de l'État, ils ont imposé un autoritarisme absolu afin de terrifier toute forme d'opposition et de mater toute forme d'opposition pour assurer leur conquête du pouvoir. Voilà ce qui s'est passé un petit peu et malheureusement ça a abouti au désastre actuel, des journalistes condamnés à mort, des médias fermés. Pourquoi vous avez été condamné à mort, Abdou Samar? Pourquoi? C'est aussi bête que cela. J'ai fait des enquêtes sur la corruption et les malversations financières au sein de la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, qui permet au pays d'avoir 96 à 98% de ses recettes en devises et qui permet au pays d'avoir jusqu'à 60% de ses recettes budgétaires. J'ai expliqué les malversations financières et les opérations illicites autour de ce trésor qui est le bien du peuple algérien. C'est le bien du peuple. Et ils ont attrapé quelqu'un qui est entré en contact avec moi. Ils l'ont condamné à 10 ans de prison ferme. Moi, on m'a donné la peine de mort, soi-disant parce que j'ai fait de l'espionnage et que je diffusais des informations au profit d'une puissance étrangère. C'est le fameux article 87 bis du Code pénal. C'est l'une des déclinaisons de cet article, parce que cet article 87 bis, ça parle du terrorisme et ça parle d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est ce que vous avez un peu fait en menant votre investigation sur l'institution la plus importante du pays, à savoir la Sonatrach. Moi, c'est même pas du terrorisme, c'est de l'espionnage. Regardez l'absence de bon sens. Comment moi je peux espionner et je publie ce que j'ai espionné sur un site internet? Quel est l'espion qui va rendre public ce qu'il a obtenu? Et on m'accuse de collusion avec puissance étrangère. Quelle puissance étrangère? Moi, je suis réfugié politique en France. Et ce que je raconte, je le dis sur Algérie Part. Et mon site a été piraté ensuite, saboté, on a eu 1001 mésaventures. Mais regardez l'absence de bon sens. Moi, généralement, dans les dictatures, on réprime intelligemment. Mais là, on réprime bêtement. On prend un journaliste qui raconte tout ce qu'il sait sur YouTube et sur son site internet et on lui dit « t'es un espion ».
Quel est l'espion qui va raconter qui va raconter publiquement ce qu'il détient comme information? Ce n'est pas de l'espionnage. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a aucune logique. On condamne des gens avec des procès expéditifs. L'affaire Qadi Hassan, c'est quoi? Il a touché 25 000 livres sterling Exact. de la part de sa fille qui vit en Angleterre. Et on l'a dit, et on l'a accusé de toucher des fonds étrangers en vue de faire de la propagande pour déstabiliser le pays. Comment un pays comme l'Algérie peut être déstabilisé avec 25 000 livres sterling? Si l'Algérie pourrait être déstabilisée avec 25 000 livres sterling, alors que si demain on a une guerre contre un autre pays ou une autre puissance, le pays va s'effondrer en 2 heures alors. C'est insensé. C'est-à-dire on est dans une répression surréaliste et réelle. Nous sommes dans une psychose collective des dirigeants algériens. Cette psychose est en train d'engendrer des formes de répression qui, à la fin, les historiens vont beaucoup en rire qu'en pleurer. Une fille qui envoie à son papa 25 000 livres sterling, son papa est accusé de vouloir déstabiliser le pays. Qu'est-ce qu'il faudrait en tirer comme conclusion? Qu'est-ce qui peut encore déstabiliser, je n'ai pas envie de dire le pays, mais plutôt, qu'est-ce qui peut encore déstabiliser ce régime en place, alors que les alertes, les appels, les indignations, que ce soit de l'ONU ou d'autre part, ou de la communauté internationale, se succèdent, se ressemblent même peut-être, mais très difficile à ébranler cet autoritarisme. La toute dernière en date, et on l'a vu dans l'introduction, c'est ce tweet, c'est le département d'État américain qui s'exprime via sa chancellerie à Alger et qui exprime vraiment le niet par rapport à ces pratiques de répression et anti-liberté de la presse. Mustafa Sahimi. Je voudrais observer que le régime algérien n'est pas monolithique, contrairement à une idée reçue. Ce n'est pas un régime militaire strict. Oui, parce que il faut expliquer. Oui. C'est important. Il y a beaucoup de mécanismes. Et d'ailleurs, toute l'histoire témoigne que l'armée a pris le pouvoir en 62. En août 62, elle a installé Ben Bella parce qu'elle avait besoin d'une figure politique de premier plan. Elle a fait le coup d'État du 19 juin 65, donc avec le président Bouna, et ça a continué. L'armée c'est la colonne dorsale du système. Mais dans le régime et dans le système, il y a d'autres acteurs dont elle a besoin, notamment les partis, le Front de Libération Nationale, le FLN. Ensuite, ils ont créé un autre parti, le RND, et d'autres partis. Ce qu'il faut relever aussi, c'est dit que ce n'était pas un bloc homogène. Il y a des clans et des sous-clans au sein de l'armée algérienne. C'est soit sur des bases tribales, régionales ou de recrutement. Il y a le problème des anciens officiers de l'armée française qui ont rejoint le FLN et qui ont pris les postes de direction, c'est important. Il y a aussi le fait qu'il y a des clans et des clivages attestés, on l'a vu lors des dernières années de Bouteflika, entre le clan sécuritaire et le clan de l'armée. Au sein de l'armée, il y a des sociologies de gens qui viennent de l'Oranie. Belkhair, c'était Frenda, etc. Tout ça, il faut le savoir. Donc, il y a ces éléments-là. Mais pour autant, l'armée se retrouve quand même quand elle considère que son statut est remis en cause. J'ai parlé tout à l'heure d'un élément de la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce que leur crainte qui persiste, c'est qu'ils soient poursuivis au titre de la répression des crimes de guerre de la décennie des années 90. Et vous savez que d'après la législation internationale de la Cour de Rome, les crimes de guerre sont imprescriptibles. C'est-à-dire, il n'y a pas de prescription. Après et d'ailleurs, 10, 20 ans, je vous signale, Khalid Nzar, ancien chef d'état-major, il a été poursuivi, il est toujours poursuivi en Suisse, et il a été poursuivi à Paris, il a été exfiltré dans l'urgence il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pour ça qu'ils ont placé Bouteflika en 1999. Parce que Bouteflika leur donnait une sorte de façade institutionnelle, de respectabilité avec guillemets à l'international, et ça a joué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils mettent un civil comme Tebboune, parce que c'est encore une vitrine, même si ce n'est pas le même profil, même relief, évidemment, que Bouteflika, parce qu'ils ont toujours besoin de cette vitrine civile pour dire ce qu'ils ne sont pas, alors qu'en fait, c'est un régime militaire.
Maintenant, ce qui est l'élément nouveau... C'est leurs actions qui font ce qu'ils sont vraiment, finalement. Alors, quelles sont les bases sociales de ce régime? Évidemment, l'armée. L'armée est devenue un secteur économique, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ils ont des affaires, ils sont dans le secteur privé, ils ont investi, etc. Ils ont pris des licences d'importation, c'est connu, tout ça est connu. Il y a également une clientèle qui s'est adossée à ces généraux, c'est une clientèle d'hommes d'affaires, de patronat, donc ce qu'on appellerait ailleurs la bourgeoisie comprador, liée, etc. Et puis il y a une bureaucratie d'État qui a des postes intéressants et qui soutient. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que ces soutiens sont quand même attentifs à ce qui se passe en Algérie et à ce que j'évoquais tout à l'heure, la fragilité. C'est énorme ce qui s'est passé en Algérie avec le mouvement du 22 février de Hirak en 2019. Voilà un mouvement social contestataire qui a réussi à faire partir Bouteflika. Et il faut connaître l'Algérie et l'équation politique algérienne pour savoir combien le coût politique de cette décision était énorme. Et c'est une revanche de l'histoire et c'est une revanche de la contestation sociale et de la dynamique sociale. Ils se rendent compte que finalement une dynamique sociale comme le Hirak 1 mais Hirak 2 peut demain mettre à bas ce régime-là. Enfin, demain, avec une cooptation aussi accrue de l'opposition, ça m'étonnerait qu'il y ait un Hirak 2. C'est le peuple. L'opposition n'a pas été au rendez-vous, les partis politiques étaient divisés pour ce qui est de l'opposition. Oui, mais alors avec autant de répression du peuple... L'élément nouveau, si vous le permettez, c'est que pour la première fois, il y a eu une remobilisation d'un potentiel contestataire dans la société qui était là, qui était réprimé, mais qui a su s'exprimer. C'est quelque chose de fondamental dans la dialectique politique algérienne. Dernier élément qu'il faut relever, le soutien, le parrainage de l'étranger. Ce régime ne tient, il faut le dire, eh oui, que parce qu'il y a un certain nombre de puissances qui le soutiennent, en tout cas qui s'en accommodent. Quelles sont les puissances qui le soutiennent? Pas les États-Unis. Vous avez vu le tweet d'un Américain, vous avez vu le rapport du département d'État. C'est inédit quand même, ce genre de tweet. Comment? C'est inédit. C'est inédit, oui. Il faut le dire. Une ambassadrice qui, 2 jours après, fait un tweet, etc., pour dénoncer ce qui s'est passé, une condamnation. C'est inédit dans la pratique diplomatique. Bien. Ensuite, le rapport du département d'État qui est d'une grande sévérité. L'Union européenne est extrêmement réservée à l'endroit de l'Algérie. Les rapports entre Madrid et Alger sont détestables, c'est la rupture. Avec d'autres pays ici, il n'y a que, il faut le dire, il n'y a que Paris et le président Macron qui soutiennent le régime Tebboune. Et d'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça. Est-ce que c'est de la timidité? La carte française a toujours joué dans ça. Timidité de qui? De la France. C'est pas de la timidité, ça tient au fait qu'il y a un contentieux historique qui n'est pas réglé et qui est actionné par les dirigeants algériens pour la culpabilité, le procès en culpabilité des Français. Ça marchait. Ça marchait avec Hollande, le président Hollande, ça a marché avec Sarkozy, ça a marché avec le président Macron. Il y a aussi le fait qu'il y a une structuration du pouvoir en Algérie qui accorde une large place au lobby français. Vous savez, il y a une formule pour ça. En Algérie, le plus grand parti, c'est pas le FLN, c'est pas l'armée, c'est Hizb français. Oui, c'est une formule qui est connue, c'est-à-dire que rien ne peut être fait sans l'assentiment, l'accompagnement des Français, avec une connexion des appareils sécuritaires, la DGSE et les services algériens, la direction du renseignement militaire en France aussi, les armées, les connexions entre les armées, etc. Et c'est pour ça que Tebboune tient beaucoup à avoir le soutien de Paris. Vous avez vu qu'ils ont tourné la page de la dame qui avait la qui était journaliste aussi. Qui était journaliste, etc. Oui. Et qu'il est question qu'enfin son voyage prévu pour 2-3 mai à Paris se fasse, à condition que sa situation soit stabilisée à Paris, mais ça, c'est une autre affaire. Alors, l'autre affaire aussi, et là, vraiment, on parle de droits humains et de violations flagrantes des droits humains les plus élémentaires. Il s'agit de ces milliers de migrants qui ont été
tout bonnement abandonnés à la frontière du Niger. Boubacar Seye, vous êtes président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Alors, est-ce que déjà on en sait un peu plus sur ce dernier refoulement massif de quelques 900 migrants originaires de 16 pays africains, en tout cas selon l'ONG Alarm Phone Sahara. Où sont-ils maintenant? Qu'est-il advenu de ces centaines de migrants abandonnés par les autorités algériennes à la frontière avec le Niger? Absolument rien du tout. On n'en sait absolument rien du tout. Permettez-moi aussi de rappeler que ces violations sont devenues récurrentes. Hein? Donc, on expulse toujours vers Assamaka ces milliers de migrants, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, en situation de détresse et de vulnérabilité. Et malheureusement, personne ne dit absolument rien. Donc, ce qui fait que nous, en tant qu'organisation de défense, d'orientation et d'intégration des migrants, alors nous dénonçons le quotidien de ces migrants. En 2014, certaines presses comme Al-Fajr parlaient d'envahissement, en sa une du 18 mai. Donc, un discours qu'on a l'habitude d'entendre en Europe. Donc, quand en Afrique, l'Afrique qui est une terre de mobilité avec plus de 20 millions de migrants en son sein, quand on parle d'envahissement, de théorie de remplacement, vous conviendrez avec moi que c'est un problème. Ça, c'était en 2014 avec le journal Al-Fajr. Alors que déjà en 2012, le journal Eshrouk, dans ses colonnes, accusait les migrants subsahariens de transmettre des maladies infectieuses aux Algériens. Et Al-Fajr enfonçait le clou en traitant les subsahariens de transmettre des maladies telles que le sida et le virus Ebola. Donc voilà en fait le quotidien des migrants en situation de détresse et de vulnérabilité. Et nous, aujourd'hui, on voudrait profiter de cette émission pour tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'au chapitre des migrations, je ne parlerai même pas de migration forcée, parce que ces États ne sont pas censés ignorer qu'au chapitre des migrations forcées, ils ont non seulement une obligation morale, mais aussi un respect au regard des conventions internationales telles que celle de Genève de 1951. Malheureusement, mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, on ne respecte pas les droits humains en Afrique, malheureusement. Donc, les pays africains glissent tous vers une autocratie qui nous amène dans ce genre de situation-là. Vous avez parlé de ces violations. Moi-même, j'ai vécu ce genre de violations en tout simplement réclamant la réduction des fonds européens destinés à la lutte contre l'immigration clandestine, puisque la jeunesse africaine continue de se tuer en Méditerranée. J'arrive à l'aéroport, alors on me met en prison. Il a fallu que le monde entier se lève pour qu'on me libère. Donc voilà cette situation regrettable que nous vivons en Afrique et qui, malheureusement, aujourd'hui, devrait être l'objet d'un débat de fond, l'objet de condamnation pour ce process. Mais comme des États les plus forts qui devraient aujourd'hui faire face à ce genre de situation, gèrent malheureusement leur intérêt géopolitique et écostratégique. Et ça, nous le regrettons vivement. Donc, oui, alors puisque vous parlez de mutisme, il y a aussi le mutisme d'organisations africaines. Il n'y a pas, et de la communauté internationale. Personne, enfin, à part les ONG, n'a réellement réagi à ces violations répétitives, il faut le rappeler, de droits de l'homme et de droits des migrants qui sont soumis non seulement à des traitements inhumains, mais aussi racistes. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez raison de le relever. Je voudrais... vous avez publié des images de Reporters sans frontières. Un peu plus, non pas. Voilà. Je voudrais vous montrer ces images d'un reporter donc prise
Amnesty International, voilà les choses comment elles se passent. Il faut rappeler l'historique. Ça remonte à la fin 2014, ce processus d'expulsion des migrants subsahariens. Fin 2014, il y en a eu 1300. Oui. Ça a commencé. Ensuite, 2015, 6000 ressortissants nigérians. 2016, 9290. Plus 1500 à la fin décembre 2016. Plus 2017, également 1800. Également 2017 à la fin de l'année, 6600, plus 1800, cette fois-ci d'Afrique centrale. 2018 aussi, 13 000 ressortissants nigériens et 700 d'originaires de pays tiers, 12 000 originaires d'Afrique centrale, 3 000 d'Afrique centrale aussi, tous en 2018, et les mêmes chiffres se retrouvent 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2023. Alors, c'est quoi ? L'argument, c'est un ministre qui dit, et ça a été cité par notre ami ici présent, Aboubacar, il dit « Ah oui, mais c'est la criminalité et ils sont porteurs du virus VIH, du sida. » C'est invraisemblable, ça. Et puis, il y a eu toutes les mesures prises qui sont un déni aux droits de l'homme, la pénalisation d'immigration irrégulière, la détention des migrants sans aucune garantie, des expulsions illégales, des expulsions massives et sommaires dans des convois laissés à la frontière nigérienne sans eau, sans alimentation, la violation des textes relatifs au non-refoulement, les arrestations arbitraires, ils sont dépouillés, on leur prend leur téléphone, leur argent, leur ceci, etc. Voilà la réalité des choses. Vous avez raison de le relever. De relever la discrétion d'un certain nombre d'ONG africaines, pas toutes, mais certaines, et puis le silence aussi assourdissant de l'Union africaine. Mais oui, quand je dis organisation africaine à demi-mot, je faisais allusion aussi à cette Union africaine. Qui est en charge donc les problèmes du continent, et notamment le Conseil de paix et de sécurité, qui doit s'alarmer de cette situation, qui est une atteinte à des droits fondamentaux, qui crée un climat tout à fait détestable. Ça tient au fait qu'il y a l'Algérie qui est présente et que personne n'ose se fâcher avec l'Algérie, etc. En tout cas, l'Algérie, sur ce plan-là, s'est mise au banc de la communauté internationale. Et ça met en relief, en creux, si je puis dire, le rôle du Maroc, il faut le dire. Il faut le dire sur ce plan-là. Sa Majesté, vous savez, a été consacrée comme leader de l'immigration en février 2017, un mois après le retour du Maroc à l'UA. Et à ce jour, 53 000 migrants subsahariens ont été régularisés avec tous les droits, et pour eux, et pour leurs enfants et leurs familles. Ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est important. Alors, pourquoi l'Algérie se livre à cette politique-là de répression vis-à-vis des migrants ? Parce que le système ne peut produire et ne peut fabriquer que de la répression. Il en fabrique au-dedans. On a vu ce qui se passe en Algérie, la presse, les détenus, les partis politiques, les associations, etc. Il ne peut pas fabriquer autre chose. Il y a Made in Algérie qui est de la répression et donc les moyens. Voilà, ça se traduit par ce qui se passe en Kabylie, où tous les mouvements kabyles, vous vous rendez compte, le MAC est considéré comme une organisation terroriste. C'est quelque chose, ça, le mouvement d'autonomie pour la Kabylie. Et toutes les libertés suspendues, et ce régime-là ne peut produire et fabriquer que de la pression vis-à-vis d'une communauté affaiblie qui n'est pas suffisamment protégée, et ça donne lieu à cette situation que vous avez dénoncée, qu'Aboubacar a relevée à juste titre. Boubacar, ça y est, alors... Justement, silence de la communauté internationale, silence aussi de la communauté africaine. Et aussi, une autre question, qu'est-ce qu'ils deviendront, tous ces milliers de migrants qui sont, je ne dirais même pas raccompagnés, mais en tout cas, que l'on transfère vers la frontière, qui les prend en charge, le rôle de la société civile, mais aussi le rôle d'institutions, encore une fois, africaines, qui puissent venir en aide à ces citoyens africains. Oui, mais vous savez, ces migrants sont laissés à eux-mêmes. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure du
de l'indifférence totale de l'unité africaine, hein, de l'OUA qui devrait quand même prendre en charge ce dossier-là. Mais vous n'êtes pas censé peut-être ignorer qu'ici, malheureusement en Afrique, la prise en charge de cette jeunesse, hein, cette jeunesse qui malheureusement est devenue un lourd fardeau, hein, pour ces dirigeants, pose problème. Donc on n'en parle pas, le sujet devient tabou parce qu'ils ont tous échoué dans la prise en charge et les politiques d'employabilité de cette jeunesse africaine. Et c'est ce qui est effectivement à l'origine de cette situation-là. Maintenant, la seule alternative à mon égard, peut-être c'est que le Maroc, hein, vit sa position géopolitique, géostratégique en Afrique, quand même que le Maroc puisse assurer ce leadership-là. Parce que quand même, le roi, le roi Mohamed VI, de par les initiatives qu'il pose sur le plan humain, est le seul capable aujourd'hui de remettre ce continent sur les rails de l'émergence. Et c'est pourquoi nous avions eu à proposer qu'au chapitre des migrations internationales, j'ai même eu à Dakar il y a quelques semaines de cela, quand on avait annoncé la visite du roi, que le roi lance l'initiative, puisque le Sénégal est une porte d'entrée, que le roi lance l'initiative, hein, africaine sur les migrations internationales. Non seulement pour redonner de l'espoir à la jeunesse, mais aussi pour un parallélisme de réponse. Aujourd'hui, l'Europe ferme ses frontières, l'Europe se barricade avec ses frontières juridiques, politiques, physiques et comment on appelle, économiques. Donc aujourd'hui, voilà, il faudra tout simplement qu'en Afrique, qu'une telle initiative soit prise, que le roi convoque une conférence africaine pour lancer l'initiative africaine. Ça permettra d'harmoniser les positions pour une architecture de paix et de sécurité en Afrique. Donc, il faudra impérativement que ces décisions, en tout cas, soient prises au niveau du continent. Et le Maroc est le seul habilité à prendre de telles initiatives parce que les autres sont intéressés par des problèmes de mandat. Malheureusement, vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. Donc, le débat tourne autour du mandat présidentiel dans les autres pays. Donc, ce qui plonge pratiquement toute l'Afrique dans des guerres aujourd'hui. Donc, et là, je crois que vu les enjeux géopolitiques et les enjeux géoéconomiques et écostratégiques, il faudra en Afrique de nouvelles perspectives pour sauver cette jeunesse. Oui, Mohamed VI est le seul espoir aujourd'hui pour cette jeunesse. J'en profite pour lancer l'appel. Il faudra impérativement l'initiative africaine sur les migrations internationales pour une harmonisation des positions en Afrique en vue de la libre circulation des biens et des personnes. Oui, mais surtout que, justement, vous avez parlé de la situation au Sénégal. Il y a des Sénégalais parmi les 899 migrants qui ont été refoulés donc en fin février. Il y a 41 Sénégalais, pour être plus exact, selon les chiffres de l'ONG Alarm Phone Sahara. Pour terminer, Abdou Samar vient de nous quitter. Je le remercie d'ailleurs d'avoir répondu à nos questions sur cette émission. Moustapha Sahimi, pourquoi le deux poids, deux mesures ne fait que prendre racine dans les relations, justement, puisqu'on parle de géopolitique de plus en plus? Parce que l'Algérie bénéficie... Là, je fais aussi allusion à certains rapports, à certaines résolutions qui ont été votées au Parlement européen sur des pratiques de droits de l'homme. J'entends bien ce que vous dites, tout ça parce que l'Algérie bénéficie d'un traitement particulier dans un certain nombre de centres de décision. Vous avez fait référence au Parlement européen, tout le monde a pu relever, même des eurodéputés d'ailleurs, ont relevé que l'Algérie ne faisait pas l'objet d'un examen particulier pour la situation des droits de l'homme dans ce pays. Et ils se sont étonnés qu'il y ait autant de mobilisation et d'activisme pour ce qui est du Maroc. Et ce sont des députés qui ne sont pas de notre bord, si je puis dire, puisqu'ils relèvent de diverses sensibilités politiques, vous le savez.
il y a aussi des intérêts qui jouent, notamment un certain nombre de pays européens, du côté de l'Italie. Il y a évidemment les marchés commerciaux, le gaz, etc. L'Espagne s'est réglée puisque Madrid et Alger sont en rupture. Et puis la position ambiguë, il faut le dire, de Paris qui est là, qui met des freins partout pour que le régime algérien ne soit pas égratigné, etc. D'ailleurs, c'est frappant cette omerta, si je puis dire, qui entoure ce qui se passe en Algérie. Même dans la presse, même dans la presse française, bien pensante, même dans la presse occidentale, je ne parle pas des télévisions françaises dont le parti pris est connu et j'y reviens pas, on en a suffisamment parlé. Donc il y a là quelque chose qui est désagréable, qui est insupportable et qui discrédite en même temps le principe d'objectivité dont se réclament ces mêmes auteurs et ces mêmes sources. J'ajoute aussi un dernier point pour vous montrer que la gêne et le déni même d'un certain nombre de réseaux et même de puissances occidentales, ce qui se passe dans les camps de Tindouf. Pourquoi j'en parle ? Je soutiens l'idée que le régime algérien ne peut produire que de la répression et de l'excommunication pour ceux qui ne sont pas d'accord. Ça se vérifie en Algérie. Dans un débat que j'avais eu ailleurs, etc., j'avais relevé le point, je dis, vous savez, l'autodétermination, il faut commencer par l'autodétermination du peuple algérien. Il faut commencer d'abord par ça. Hein. Avant que l'Algérie vienne de donner des leçons d'autodétermination dans la région ailleurs, il faut commencer. Et je n'ai pas fait référence à ce qui se passe en Kabylie, mais c'était évidemment d'actualité. Deuxième point, le traitement raciste dont sont victimes les subsahariens est une indignité pour la conscience des Maghrébins, des Africains. C'est quelque chose... Mais ça a déteint sur le voisin de tunisien. Oui, j'y venais. Aussi. Vous me faites une excellente transition, je vous en remercie, alors qu'on ne s'est pas concerté pour cette transition. C'est-à-dire que voilà un régime qui ne peut produire que de la répression et de l'excommunication. Ça se vérifie au-dedans avec le peuple algérien et les minorités kabyles et les minorités mozabites à Ghardaïa, en particulier, on l'oublie souvent, oui, qui sont sévèrement réprimées avec des situations quasi militaires, etc. Les subsahariens, on en a parlé, et les réfugiés de Tindouf. C'est un déni de droits humains ce qui se passe à Tindouf. Pourquoi ? Ils ne sont pas recensés. L'Algérie refuse de les recenser malgré toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur ça. Et comment ce pays peut-il prétendre défendre des valeurs d'autodétermination, de liberté et de droit, alors qu'il y a entre 40 et 45 000 réfugiés dans les camps de Tindouf qui n'ont aucun statut et qui sont des sans-papiers, des non-citoyens. Vous avez fait référence à ce qui se passe en Tunisie, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a en Tunisie, avec l'actuel président, ça y est, donc une sous-traitance tunisienne de ce qui est fait par le pays voisin, en l'occurrence l'Algérie. Mais lui, il est allé encore plus loin. Il est allé plus loin parce qu'il a suspendu, sur la base d'un article de la Constitution, l'article 81, si j'ai bonne mémoire, en juillet il y a 2 ans, il a suspendu le Parlement, il a suspendu le Conseil supérieur de la magistrature, il a fait arrêter les uns les autres pour des motifs que tout le monde connaît, la presse est muselée, et il continue jusqu'au bout, jusqu'à arrêter des syndicalistes, etc. C'est-à-dire que nous avons une version tunisienne accentuée de ce qui se passe en Algérie. Et ça n'augure rien de bon pour l'état d'avancement de la démocratie au Maghreb. Comment voulez-vous faire un Maghreb avec des pays comme ça, notamment l'Algérie et la Tunisie ? Pour autant, le Maroc garde ses valeurs et les défend avec beaucoup de mobilisation et de conviction. Et c'est un message qui est adressé à la région et c'est un message qui est adressé au continent. On fera le Maghreb quand il y aura un pacte démocratique. Et on avancera. Quand on aura vraiment l'intention de se démocratiser, voilà, et non en maquillant cela, en maquillant ses intentions. Merci beaucoup, Mostafa Sahimi. Un dernier mot, Boubacar Seye, vraiment pour clore, en moins d'1 minute.
Et voilà, dire tout simplement qu'il y a urgence absolue pour ces milliers de migrants subsahariens en situation de détresse en Algérie, mais aussi en Tunisie, parce que les propos déplacés, je dirais même ces dérapages du président Kais Saied, ont été une honte pour tout le continent africain, parce qu'aujourd'hui, qu'on tienne un tel discours identitaire en Afrique, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, cela dit, cela n'a pas fait réagir beaucoup de dirigeants, malheureusement. Le président Kais Saied c'est vraiment trompé parce que ces dirigeants qui ont malheureusement échoué dans leur idéologie classique et qui surfent sur la migration comme marchandise électorale pour gagner des élections. Et ça, nous le regrettons vivement. C'est malheureux. Il faudrait que... Voilà, c'est malheureux. Exactement. Nous en profitons aussi pour mettre en exergue ces naufrages qui se sont multipliés au large des côtes tunisiennes depuis la déclaration de Kais Saied. Il faudra aujourd'hui une enquête internationale et les Nations Unies devraient se lever parce que les naufrages se multiplient et de façon récurrente depuis cette dérapage de Kais Saied. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une occasion encore pour nous d'interpeller le roi Mohamed VI. Pour moi, c'est le seul espoir quand même pour de nouvelles perspectives panafricaines. La migration aujourd'hui étant un élément de la géopolitique mondiale, nous avions même eu à alerter que l'ère post-coronavirus, l'ère guerre ukrainienne risque de créer beaucoup de tensions géopolitiques liées à la migration parce que c'est la théorie de remplacement. La migration va cesser d'être un complément alors qui entraîne... Voilà. Merci beaucoup Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et mes remerciements encore une fois, c'est Mustapha Sahimi. Merci à vous. Merci bien sûr à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.